à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande édition, j'allais dire. Je suis ravie de vous retrouver pour terminer cette semaine. Et si on décarbonisait nos trajets, si on faisait plus attention à sa manière de consommer la route, la rendre plus verte, plus naturelle, comment faire, me direz-vous? Eh bien, il suffit de suivre le Vendée Energy Tour à l'initiative du CIDEV. Vendée Energy Tour qui a lieu en ce moment et jusqu'au 24 juin prochain sur une grande majorité du territoire vendéen. Et ce Vendée Energy Tour n'est pas destiné qu'au grand public. Les territoires, les collectivités et donc les élus sont aussi invités à changer leur mentalité. Comment? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de savoir et de comprendre avec nos trois invités qui nous font le plaisir d'être sur le plateau de la grande émission. Mais avant de les accueillir, j'accueille mon seul chroniqueur. Enfin non, il y a Max aussi. Max, on va le retrouver à la fin de l'émission pour son tour de magie. Mais c'est Jérémy qui s'y colle. Bonjour Jérémy. Bonjour Jérémy. Ça va bien Jérémy, du comptoir de la BD au Sable d'Olonne. Donc vous allez nous parler cuisine. Exactement. Non, j'ai parlé bande dessinée, comme bien entendu. J'ai essayé de chercher quelque chose un petit peu en rapport avec le thème d'aujourd'hui. Donc j'ai fini par trouver, en y passant une bonne partie de la nuit. Je me suis dit que l'énergie, c'était avant tout de l'électricité. L'électricité, c'est surtout de la lumière. Lumière dont les frères sont à l'origine du cinéma. C'est vrai. N'est-ce pas? Joli. Je vous ai prévu une petite chronique un petit peu crossover, comme ils disent dans les milieux concernés, entre la bande dessinée et le cinéma. Ah bah le cinéma est très féru de ce que fait la BD. Et de plus en plus. Et de plus en plus, et notamment le prochain Besson qui va bientôt sortir. Valérian. On va en parler d'ici quelques instants. Merci Jérémy. Alors nous recevons sur le plateau de la grande émission et on en est ravis, ils sont en plein dedans. Ils sont en plein boom, c'est le Vendée Energy Tour. Alors nous avons au milieu Laurent Favreau. Bonjour Laurent Favreau. Vous êtes le vice-président du CIDEV qui est à l'origine de ce Vendée Electric Tour, puis ensuite Vendée Energy Tour, on va en reparler. Juste à côté de vous, Pascal Houssard, vous êtes le directeur adjoint du CIDEV. Bonjour Pascal. Vous venez tous les ans Pascal. Il y a presque un fauteuil à votre nom. J'étais venu peut-être à la première grande émission sur le Vendée Electric Tour, oui, je m'en souviens. Et à côté de Laurent Favreau, c'est Jean-François Serle. Bonjour Jean-François Serle, vous êtes le directeur territorial GRDF Pays de la Loire. Il y a une raison à ça, puisqu'on va parler notamment des transports, des poids lourds, etc. et du bio-GNV. En travaillant sur cette interview, j'ai découvert plein de trucs et c'est vachement intéressant, on va en parler avec vous, bien sûr. Juste une chose, Jean-François Serle, c'est pas la première année que vous participez au Vendée Energy Tour? Non, c'est la deuxième année, tout à fait. L'an dernier, déjà, on a eu la chance de participer avec des expérimentations qu'on avait menées avec le CIDEV. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un bus qui avait circulé au sein de La Roche-sur-Yon et deux poids lourds qui avaient circulé au gaz. On avait installé une station provisoire de gaz naturel véhicule, GNV, à La Roche-sur-Yon. Voilà. Donc effectivement, c'est la deuxième année que GRDF participe au Vendée Energy Tour. Qui a pris ses aises, puisque j'ai l'impression que c'est de plus en plus long, Laurent Favreau. Du 10 au 24 juin, c'était pas si long l'année dernière, je ne sais plus. Disons qu'au fur et à mesure, les collectivités, évidemment, souhaitent accompagner cette manifestation qui aujourd'hui fait référence. Alors c'est vrai en Vendée, Pays de la Loire, et même au niveau national, parce que les répercussions viennent bien au-delà de tout ce qui peut se faire uniquement sur notre territoire. Et on est ravis que ça puisse dépasser les frontières vendéennes, sachant que le département s'implique aussi énormément, donc tant mieux. Oui, parce que vous avez plein de partenaires. Hein. Alors le CIDEV, on rappelle Laurent Favreau, le CIDEV est à l'initiative de cette manifestation, grande manifestation. On rappelle peut-être ce que c'est que le CIDEV pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, effectivement, le CIDEV, c'est un organisme qui est depuis longtemps. C'est un syndicat à la base, donc composé de l'ensemble des 269 communes maintenant. Oui, il y en a moins qu'avant. Il y en a un petit peu moins qu'avant. Mais bon, peut-être qu'il y en aura encore moins bientôt. Mais bon, pour l'instant, donc, on s'en rassemble. Et ça rassemble également toutes les intercommunalités de Vendée. Donc, ce qui permet d'avoir véritablement une représentativité de l'ensemble des élus. Donc c'est une force aussi vendéenne. Hein. Chaque département n'est pas doté forcément de ce genre de syndicat. Et c'est bon de le souligner, oui, tout à fait. Non, mais ça permet vraiment d'avoir une force, de peser dans toutes les négociations qu'il peut y avoir. Et notre président, Alain Leboeuf, que je prie d'excuser aujourd'hui qu'il ne pouvait être là, eh bien, ça lui sert aussi pour aller négocier les différents dossiers qu'on peut avoir sur Paris à défendre pour le département. C'est vrai que le syndicat, à la base, c'est un organisme qui s'occupait de l'électrification de la Vendée. À la base, c'est son métier premier, c'était clairement aller desservir l'ensemble des hameaux, l'ensemble des maisons en électricité après la guerre. Donc vous voyez que le syndicat ne date pas d'hier, il a bien sûr évolué énormément. Aujourd'hui, on travaille, on a également travaillé sur la desserte en gaz, le gaz avec Jean-François Serle, avec GRDF. Pas seulement, on a un autre concessionnaire qui est Sorégie. Alors,
faire de pub pour Sorégie ni pour GRDF, mais au moins ces deux concessionnaires qui réalisent pas sur toutes les communes vendéennes, mais qui desservent le gaz. Et puis on travaille évidemment sur tout ce qui est éclairage public. Là, ça parle complètement aussi aux Vendéens. Hein. C'est vraiment l'éclairage. On oublie l'éclairage public parce que c'est tellement dans les mœurs, c'est vrai qu'on ne fait même plus attention. Mais et pourtant, on y travaille énormément. Et on travaille aussi en pensant au renouvellement des énergies, avec la consommation, avec les frais de fonctionnement que ça impose d'ailleurs aux collectivités. Donc, vraiment un vrai travail, un schéma d'éclairage, un schéma directeur d'aménagement lumière, tel qu'on l'appelle, pour gagner en efficacité. Et puis, évidemment, on travaille sur tout le domaine de l'énergie. Sur les livres, comment je pourrais... Eh bien, le syndicat travaille sur l'énergie, sur le gaz, sur l'hydrogène, sur le GNV, sur le bio-GNV. On va en parler avec Jean-François Serre. Et évidemment aussi tout ce qui concerne la transition énergétique sur les bâtiments publics. D'où l'idée du Vendée Énergie Tour, bien sûr. Pascal Houssard, c'est la 4e édition. Dans le dossier de presse que j'ai lu, bien sûr, du Vendée Énergie Tour, vous dites, le CIDEF dit que la Vendée est leader dans le domaine de l'électromobilité, parce que c'est de ça dont on parle, et on va en parler d'ici quelques instants avec le scooter que vous nous avez ramené. Ça veut dire quoi? C'est vrai que la Vendée est une espèce de curseur de référence comme ça? Alors oui, et puis c'est pas seulement le CIDEF qui le dit, c'est reconnu au niveau national par les constructeurs. Je me souviens, dès 2014, déjà, on vous présentait le déploiement d'une infrastructure de recharge de véhicules électriques. On était quand même dans les 2 premiers départements français à initier cette infrastructure publique. Alors, depuis, heureusement, on n'est pas seulement 2, on a été massivement rejoints. Et souvent, on donne un peu le là. Aujourd'hui, dans la région des Pays de la Loire, la volonté des élus, c'est que la Vendée... continue à jouer ce rôle d'impulsion pour développer encore plus l'électromobilité dans une région qui a affiché son ambition d'être la première de France. Ça, c'est la responsabilité de la région, mais on s'y associe. Et puis la traduction concrète, c'est surtout la part de marché. En France, la part de marché du véhicule électrique, c'est 1,3-1,4%. En Vendée, c'est le double. Donc c'est la démonstration absolue que le véhicule électrique, contrairement à ce qu'on disait au départ, véhicule urbain, mais en fait, il a démontré que c'était un vrai succès dans des départements plutôt ruraux, à population comme la Vendée, étalée comme c'est en Vendée. Vous nous parlez du petit jouet que vous nous avez ramené? Enfin, du petit jouet. Alors, c'est votre scooter, Pascal Houssard. Oui, on va le dire. Il voilà. Faut le dire, parce qu'il n'est pas venu tout seul. C'est un scooter électrique. Alors, c'est un scooter électrique. Le marché, en fait, si on globalise le marché de la moto électrique, en France, c'est quand même un marché naissant. Il n'est pas couvert par beaucoup de constructeurs. Il bénéficie cette année, d'ailleurs, pour la première fois, d'un bonus de l'État de 1 000 €. Et là, donc, ce scooter, en fait, il existe en 2 versions. Une version accessible avec un permis B d'après 2011, moyennant 7 heures de formation. D'accord. Et là, c'est la version plus puissante, accessible permis moto. Mais ça reste 2 machines qui marchent à l'électricité et qui n'ont pas besoin de passer sur une station-service, mais simplement... Avec la fameuse... Voilà, on a ça dans... ça, tout le monde, ça parle à tout le monde. C'est une prise. C'est une simple prise et on fait la recharge de la batterie. Voilà, côté prise et puis côté machine. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, avant de donner la parole à Jérémy, juste une question, la question que tout le monde se pose, combien de kilomètres on peut faire avec ça? Alors, c'est la version, je veux dire, inférieure à moins d'autonomie, elle a 100 km, celle-ci a une autonomie de 150 km. Alors, pour un trajet pour un scooter, domicile, travail ici. Le constructeur, il a créé cette machine pour des usages plutôt urbains, périurbains. C'est très largement suffisant. Les motos américaines qui aujourd'hui ont la plus grande autonomie ont facilement 250-300 km déjà d'autonomie. D'accord, donc on arrête de dire qu'on ne peut pas faire des kilomètres avec un scooter et une moto. Sinon vous allez vous fâcher, on est d'accord. Le CIDEF va se fâcher. Et il y a des engins plus petits. Surtout lui. Il y a des engins plus petits qui ont entre 80 et 100 km et il y a 3 services maintenant de scooters en libre service à Paris. Avec des véhicules plus petits que celui-ci. Jérémy, une question. Moi j'avais un petit peu la même question, donc pour l'autonomie c'est bon. Après je voulais savoir aussi, en termes de vitesse, ça peut aller jusqu'à combien? C'est fait pour de la ville, on peut aller sur route aussi Si on parle de ce véhicule, il a une vitesse limitée à 130 km/h. Ah oui, quand même. Mais c'est surtout sa puissance d'accélération. Ouais. Puisque moi-même j'ai une moto thermique et il accélère plus fort que la 600 thermique. D'accord. Et en termes de durée pour la recharge des batteries, c'est 4 heures de temps de charge. Je ne vous demanderai pas son prix, je pense que les gens vont aller regarder quand même sur le net.
Laurent Favreau, vous avez une voiture électrique? Oui, tout à fait. Vous êtes un peu obligé quand même, en tant que vice-président du CIDEV? Bon, je ne sais pas, je suis obligé, mais c'est tout cas, c'était plutôt une volonté, hein, à Ouais. la base, très clairement. J'avais 2 véhicules à la maison, comme tout le monde, un essence, un diesel, et puis, venu le moment du renouvellement. Ouais. Et effectivement, se posait clairement la question. Évidemment, j'entendais parler. Hein. Pascal me nourrissait d'informations quotidiennement. Vous serinez. Voilà, il me disait, Laurent, regarde-y quand même à 2 fois. Et puis, j'ai fait, comme pas mal de Vendéens, hein, je me suis rendu dans la concession Renault La Roche-sur-Yon. Et puis, très clairement, pour l'usage que je voulais ou que j'en avais besoin, la Renault Zoé, alors première génération, remplit totalement sa fonction. Aujourd'hui, la Renault Zoé, moi, la mienne, fait à peu près 110-120 km d'autonomie. Et quotidiennement, journalier, je fais 60 km. Donc, tranquillement. Tranquillement pour aller travailler, etc. Aucun problème. Et mon épouse me la pique de temps en temps. Ou c'est moi qui lui pique, je ne sais pas qui la pique. Mais en tout cas, on s'en sert parce que vraiment, c'est un confort. C'est vraiment une souplesse. Ouais. C'est des boîtes automatiques dessus, hein, il faut savoir, sur la Zoé. Et véritablement, on prend ça en main très rapidement. Et ça permet de vraiment répondre à l'usage d'une deuxième voiture, aujourd'hui, très clairement, pour certainement bon nombre de Vendéens. Pascal ? Je voudrais ajouter, Laurent évoque un modèle qui a été diffusé sur le marché français en 2014, qui a connu, comme tous les véhicules électriques des autres constructeurs, une évolution d'autonomie. Je vais prendre un exemple. Hier, j'étais en réunion à Rennes, avec une Zoé de nouvelle génération, mais ça aurait pu être un autre véhicule. On a pris le trajet le plus classique pour aller à Rennes. On a roulé à la vitesse maximum autorisée avec la climatisation. Oui, parce qu'il faisait chaud. Donc là, c'est quand même un peu plus que 60 ou 120 km. Hein. Je pense que tout le monde sait où est Rennes. Je pense que maintenant, on n'est que convaincu d'acheter un véhicule électrique, Pascal, je pense. Jean-François Serle, vous, votre cœur de métier, on va en reparler un peu plus précisément. Je ne sais pas si on peut parler de cœur de métier, mais vous êtes intéressé aux transporteurs, c'est ça? Oui. C'est-à-dire les transporteurs qui... Alors moi qui n'y connais absolument rien, je me dis un transporteur, ça doit être hyper polluant et consommer énormément, notamment de gasoil ou de pétrole, etc. Vous avez décidé de prendre le contre-pied de ça, GRDF. Alors effectivement, de trouver des solutions du coup. Les solutions, comme vous dites, quand on est sur un usage poids lourd, car, bus, benne à ordures, c'est des usages très énergivores. Exactement. On imagine tous qu'une benne à ordures, pour emporter toute la masse, il faut énormément d'énergie. Et le gaz est une bonne réponse pour ce besoin en énergie. Donc effectivement, c'est le positionnement pour le gaz et pour l'avenir d'accompagner ce segment de marché, on va dire. Et mais c'est des réalités, hein, déjà. Quand on va sur Nantes, vous avez pratiquement la totalité des bus nantais qui roulent au gaz. Quand tu parlais de Rennes tout à l'heure, Rennes vient de choisir pour les bennes ordures de passer les bennes ordures au gaz naturel. Et ce qui est super avec Synergie, c'est que vous enlevez 95% des particules, vous enlevez aussi 50% des NOx. Et puis si on va sur le bio-GNV que vous citiez on va en parler justement en plus précisément. Là, vous êtes carrément neutre en carbone. C'est épatant. Ça, c'est épatant. On va juste faire une petite pause. On va juste entendre la chronique de Jérémy sur la BD. Et puis on va reparler du bio-GNV après, parce que moi, c'est un truc que j'ai découvert. Enfin, je trouve ça super bien. Jérémy pour la BD. Mauvais genre ? Mauvais genre, c'est parti. Je parle pas de vous, hein. Alors, la première bande dessinée dont je vais parler, c'est Mauvais genre. Alors, comme je disais tout à l'heure, je vais faire une chronique un petit peu croisée bande dessinée, cinéma. Parce qu'on voit depuis quelques années de plus en plus de bandes dessinées être adaptées au cinéma, en film, soit d'animation, soit film véritable. Récemment, on a eu L'élève du Cobu, on a eu Les Schtroumpfs, du Marsupilami, qui ont déjà fait... d'Alain Chabat. Voilà, qui ont déjà fait des cartons au box-office. Là, pour le coup, les 2 bandes dessinées que j'amène principalement vont être de très bonnes avant-premières, parce que ce sont des films qui ne sont pas encore sortis. Le premier, Mauvais genre. Alors, le film ne sera pas tiré de la bande dessinée à proprement parler, mais bien de l'histoire des personnages principaux. C'est une biographie, c'est inspiré de faits réels, et ça s'inspire de la vie de Paul et Louison Grappe. On est durant la Première Guerre mondiale. Paul Grappe va être envoyé au front, il est en plein service militaire lorsque la guerre de 14 éclate. Il va se retrouver dans les tranchées et à force de trop d'horreur et trop de carnage, il va complètement péter un plomb, il va décider de se mutiler en se coupant l'index droit
l'empêchant d'appuyer sur la gâchette. Donc il va passer pour ne pas tirer. Pour ne pas tirer. Ah, génial. Bien sûr, il le fait au couteau parce que si jamais il trouve des traces de poudre, ils peuvent imaginer que le gars il s'est mutilé tout seul, donc faut quand même y aller. Et ça va lui permettre de passer environ 1 mois et demi à l'hôpital, à la suite de quoi ils sont partis pour le renvoyer au front. Il est considéré comme un tir au flanc, donc toi mon gars, tu vas en première ligne et puis au revoir. C'est histoire de ne pas avoir à te fusiller, on économise nos balles, tu vas utiliser celle des Allemands. Il décide de déserter, il déserte, il retourne voir sa femme sur Paris, qui se retrouve dans un petit appartement qui fait 9 mètres carrés à l'époque. Enfin voilà, c'est quelque chose d'extrêmement exigu. Il est considéré comme déserteur et donc par conséquent avis de recherche, et s'il est trouvé, peloton d'exécution directe. Exactement, ouais. À force de tourner en rond au bout de mois, d'années dans cette petite piole qui ressemble à rien, sa femme va lui suggérer de sortir, mais pas sortir, je dirais de manière normale, traditionnelle, de se travestir, de se déguiser en femme, parce que chercher un déserteur, on cherche un homme, pas une femme. Oui. Et à l'époque, imaginer qu'un homme puisse se travestir était encore pratiquement aussi improbable qu'imaginer un soldat déserté. Donc il va commencer à se travestir, d'où la couverture. Et d'où le titre Mauvais genre. Mauvais genre. Alors là, c'est plus par rapport à son évolution psychologique à lui qui va être un véritable problème par la suite, parce que s'il veut pouvoir sortir n'importe quand, y compris en journée, il faut vraiment faire illusion. Donc il va commencer par s'épiler, puis ensuite essayer d'avoir des manières beaucoup plus féminines. Je vous fais un aparté, Jérémy, c'est pas un film avec Romain Duris. Il y a Romain Duris, il a fait un film où il se travestit en femme aussi. Mais alors, est-ce que c'est... Enfin, ça s'appelle pas Mauvais genre, mais c'est une histoire assez similaire à ça. Le film qui va sortir, lui, pour le coup, il s'appelle Nos années folles. Ah oui, c'est André Téchiné qui va être à la réalisation. C'est un illustre inconnu, on est d'accord. Un illustre inconnu au cinéma. Bien sûr. Je crois qu'il est déjà nominé pour le prochain festival de Cannes. Ah bon? Il est déjà sélectionné? Il a eu une sélection, il a une nomination pour le prochain festival de Cannes. D'accord. Le film est prévu pour sortir mi-septembre. Et il va vraiment aussi. Ah oui, donc c'est juste après. C'est là, dès la fin de l'été. Il va sortir au cinéma d'ici 3 mois. Très très vite, Jérémy, parce qu'on n'a plus le temps, mais les dessins sont quand même assez particuliers. Hein. On n'est pas sur de la BD traditionnelle. Non, là on est vraiment sur un dessin qui se veut un peu léger, un petit peu anarchique aussi quelque part. Il y a un côté anarchique au dessin. Un côté un petit peu brut également, donc on va pouvoir le voir tant sur la partie qui va être consacrée aux tranchées sur le début, tout comme on va pouvoir la voir par la suite, donc très noir, et par la suite il y a ce côté véritablement grain de folie qui va s'instaurer dans l'esprit de Paul Grapp au fur et à mesure qu'il va se travestir de plus en plus, y prendre goût, ça va se finir au bois de Boulogne, il va devenir la reine de la nuit. Et du jour où il sera amnistié par la suite, il va devoir se détacher de ce personnage qu'il aura habité pendant pratiquement 15 ans. Et là, ça va poser un véritable gros problème. Ça s'appelle Mauvais genre. Ça s'appelle Mauvais genre. C'est de Clué-Cruchaudet et c'est aux éditions Delcourt. Et c'est conseillé par Jérémy Dutartre. Entre autres. Merci Jérémy. On verra les 2 autres livres tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. C'est déjà la fin de cette première partie. On se retrouve juste après une courte pause pour reparler du Vendée Energy Tour. De retour dans la deuxième partie de cette grande émission consacrée au Vendée Energy Tour. On est en plein dedans, c'est jusqu'au 24 juin prochain. C'est sur le département de la Vendée. On va parler du programme d'ici quelques instants. Nous sommes en compagnie de Laurent Favreau, qui est le vice-président du CIDEF, qui est à l'origine du Vendée Energy Tour, de Pascal Houssard, son directeur adjoint, et de Jean-François Serle, qui est le directeur territorial GRDF Pays de la Loire. Et on a évoqué le bio-GNV tout à l'heure avec Jean-François Serle, notamment au niveau des transporteurs, etc. Et on va en reparler d'ici quelques instants. Et d'ici quelques instants aussi, la suite de la chronique BD de Jérémy. Alors, je ne sais pas à qui je donne la parole. Si c'est à Pascal ou si c'est à Laurent Favreau, vous déciderez tous les deux. Il y a un programme très, très dense qui a commencé, notamment à Lille-Dieu, etc., pour ce Vendée Energy Tour. Il y a plein de choses jusqu'au 24 juin. On ne peut pas tout dire. Moi, je vous conseille d'aller sur le site internet du Vendée Energy Tour, d'ailleurs, pour avoir tout le descriptif, parce que Pascal Houssard, c'est pas qu'une animation pour les collectivités, les territoires. Le grand public est associé à ce Vendée Energy Tour, on est d'accord? Oui. D'abord, d'ailleurs, j'allais dire. D'abord, avant tout. On a surtout envie d'avoir un beau succès populaire pour faire passer ce message, puisque le Vendée Energy Tour, ça vise à
expliquer ce que sont ces nouveaux carburants, ces nouvelles mobilités. Alors si on n'a pas le public devant nous, ça serait quand même un peu frustrant. Mais il y a quand même le public aussi des institutionnels et des élus qui sont associés, enfin des élus des collectivités aussi, entre autres, ou des entreprises qui sont associées à ce projet-là. De toute façon, à la base, le Vendée Énergie Tour qu'a insufflé le CIDEV, c'était vraiment pour venir montrer à la population la volonté qu'on a traduit pour dire on va passer à autre chose. Le thème, c'est aussi le carburant alternatif. Pour rappeler, les premières éditions s'appelaient le Vendée Electric Tour. Et les élus ont voulu élargir cette connaissance envers le public pour dire on a une autre solution par rapport aux solutions carbone qu'on a aujourd'hui. Donc le Vendée maintenant Energy Tour, c'est véritablement pour montrer qu'on a d'autres solutions et on s'appuie sur aujourd'hui tout ce qui peut se passer. Il y a de multiples expériences. On a la chance d'avoir un technicien comme Pascal qui se passionne pour ce sujet-là. Évidemment que la Vendée, en voulant faire la course en tête, comme le disent les présidents, eh bien, on a cette volonté d'accompagner, d'aller vers le grand public. C'est véritablement la volonté. Pour changer les mentalités ? Oui, très clairement. Il faut qu'on passe à autre chose. Et on le sait, d'ici les décennies qui viennent, les futures générations devront se déplacer autrement. Et la mobilité électrique en fait partie, mais la mobilité au sens général doit prendre tout son sens. Alors aujourd'hui et demain, il y a notamment une animation mobilité durable au Super U de Saint-Jean-de-Mont, pour les citer. Il y a plein d'ateliers débats aussi qui sont au sein des entreprises adhérentes sur notamment La Roche-Aglo. Il y a 4 territoires en fait. Vous avez mis en avant 4 territoires, les Herbiers, La Roche-Aglo, Vier-Boulogne, c'est ça, et j'ai oublié, et les Essarts. Essarts-en-Bocage, on dit Essarts-en-Bocage. Et à la fin de les 23-24, il y a ces fameux rallyes. Alors moi, ce qui me fait... Souvent, en rallye, on pense aux voitures qui font beaucoup de bruit et qui polluent beaucoup. Et là, pas du tout. C'est ça, alors. Il y a le rallye des ambassadeurs, qui existait déjà l'année dernière. Et il y a aussi un autre défi. Oui. Alors, c'est quoi la différence entre le rallye des ambassadeurs et le défi 300 km, c'est ça ? Oui. Alors le rallye des ambassadeurs, en fait, ça vise à réunir une communauté de propriétaires de véhicules électriques, gaz, hydrogène, qui souhaitent un petit peu découvrir un département. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui viennent hors Vendée. L'année dernière, il y avait 37 départements représentés 3 pays étrangers. D'accord, donc c'est pas que des propriétaires vendéens. Un parcours qui n'est pas long, qui a vocation touristique, mais également ce qui est original, c'est que sur un petit parcours, finalement, on fait 3 arrêts de 45 minutes qui visent en fait à faire soit des visites, soit établir des contacts avec la population sur les lieux où ces parcours... donc on peut échanger, les gens peuvent poser des questions sur le véhicule, des choses comme ça. Il y a 5 parcours différents dans les territoires de Roche-Aglo et Vie et Boulogne, et ils se terminent tous à Venanceau. D'accord. Et à l'issue du déjeuner pris en commun, ces véhicules vont faire une parade rue Clémenceau à 16h. Et l'originalité de cette parade, parce qu'il y en avait déjà une en 2015, c'est qu'elle va être précédée d'un défilé d'une quinzaine de voitures anciennes représentatives des décennies 1920 à 2000. L'idée étant de montrer que l'automobile, qu'elle soit électrique, gaz ou hydrogène, elle est peut-être moderne, mais l'automobile, c'est une très longue histoire. Oui, bien sûr. Et on ne peut pas la méconnaître. Et donc, on a voulu aussi montrer un petit peu cette évolution au travers de cette parade de voitures anciennes. D'accord. On dit un mot très court sur le défi 300 km ? Le défi 300 km, c'est démontrer qu'il y a aujourd'hui sur le marché des véhicules dont l'autonomie leur permet, sans la moindre charge intermédiaire, de faire 300 km dans une même journée. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un défi, parce que j'ai déjà fait ces 300 km très facilement. Mais en tout cas, c'est un moyen aussi d'en apporter une nouvelle démonstration. C'est un minimum des animations qu'il peut y avoir jusqu'au 24 juin. Il y a plein d'autres choses. Et surtout, peut-être, par rapport au bruit, on a une dernière animation de Essarts-en-Bocage, je pense, qui se fera en fin de journée. Et on parcourra la campagne des Essarts-en-Bocage, et là, on n'aura aucun bruit. Ça, c'est vachement bien. On pourra les regarder, compter les motos, hein. Enfin, je sais parce qu'il y a deux grandes fêtes. Il y en a une place Napoléon le 24 juin, c'est ce que je voulais dire. De 10h à 19h. On pourra tester les voitures. Il y aura 40 exposants, il y aura beaucoup d'animations, notamment même pour des tout jeunes, tout petits. Et le soir, et ça c'est une innovation du Vendée Énergie Tour numéro 4, c'est qu'au lieu de s'arrêter à 18h30, 19h, comme à l'habitude, on part sur un autre territoire, Essarts-en-Bocage, dans le parc du Manoir. Et en fait, on fait une association à la fête de la musique locale. Ah, bien. Donc c'est fête de la musique et Vendée Énergie Tour. Vous profitez des animations qui sont déjà installées. Laurent l'a dit, donc cette promenade nocturne sera très originale à 23h. Mais il y aura aussi, j'invite les gens à venir voir, pour la première fois en Vendée, il y aura du vélo cinéma.
Qu'est-ce que c'est que ça, le vélo-cinéma? Alors le vélo-cinéma, c'est tout simplement, avec des vélos, faire de l'énergie, de l'électricité pour permettre de la projection et la sonorisation. Pas de vélo, pas de pédalage, pas de cinéma. Oui, vous savez que je me suis mis au vélo. Ah ben, c'est très bien aussi. 80 bornes par semaine. Si on s'y met tous les deux, ça va y aller. Oh bah là, alors faut pas que le film dure 3 heures. Il faut un petit 90 minutes, c'est pas mal. Jean-François Serle, je voudrais qu'on parle du bio-GNV. Oui. Parce que moi j'ai découvert ça et je trouve ça génial. Qu'est-ce que c'est que le bio-GNV? On connaît le GNV. Le gaz naturel véhicule. Bon, déjà bravo, vous connaissez. C'est pas si simple que ça. Qui est déjà utilisé, qui est toujours utilisé. Oui. Alors, c'est quoi la différence entre le GNV et le bio-GNV? Pascal ou Laurent tout à l'heure disaient que la Vendée fait la course en tête, c'est la réalité aussi sur le bio-GNV. Alors, en Vendée, vous avez par exemple à Mortagne-sur-Sèvre une installation qui fait déjà de la méthanisation. Donc à partir des déchets agricoles ou de l'industrie agroalimentaire, il y a un processus de méthanisation qui a lieu à Mortagne, avec des exploitants agricoles. C'est un exploitant agricole qui fait ça. C'est un exploitant agricole, c'est Damien Roy, pour ne pas le citer, avec son équipe, qui d'ailleurs va témoigner pendant le Vendée Energy Tour également. Et donc sur le site, on crée du méthane, et ce méthane est injecté actuellement dans le réseau de distribution de gaz que vous connaissez, si vous êtes chauffé au gaz ou c'est-à-dire que mon œuf que je cuise dans ma poêle en cuisson, etc., ça peut venir de là. Alors, si vous êtes à Mortagne-sur-Sèvre, particulièrement, oui, ça vient. Mais oui, c'est-à-dire que... Sur la boucle du réseau, oui, il y a plus de 10% du gaz qui est consommé à Mortagne, qui est déjà du gaz vert produit par cette installation de Mortagne-sur-Sèvre. D'accord. Et donc maintenant, il y a un autre projet, c'est de se dire, on l'utilise pour le chauffage, on l'utilise pour la cuisson, et on va l'utiliser aussi sur la mobilité. Et Damien et toute son équipe, accompagnés par le CIDEV, va faire une station bio-GNV, donc ce gaz va pouvoir alimenter des poids lourds. Et donc c'est à partir de septembre, la station d'alimentation poids lourd va être ouverte à Mortagne-sur-Sèvre et vous pourrez aller consommer. Alors c'est principalement destiné aux poids lourds, aux transporteurs, mais quelqu'un qui a un véhicule qui roulerait au GNV peut bien sûr aller s'y alimenter. Donc voilà, c'est ça le principe du bio-GNV, c'est vous prenez des déchets du territoire, des exploitations agricoles, de l'industrie agroalimentaire, vous créez une énergie sur le territoire, et vous le revendez sur le territoire et vous le consommez sur le territoire. Et c'est de la gestion en 100% local. Alors, le GNV, c'est-à-dire qu'on devait importer Alors, le GNV, c'est le gaz classique qui vient... donc là, il n'y a pas de... là, c'est du gaz naturel que vous utilisez de façon classique, qui est importé par la France de tout temps. Et le bio-GNV, c'est vraiment du biométhane créé sur le territoire avec ces déchets. Moi, j'avais une question. Est-ce que le bio-GNV peut du fait, vous nous disiez tout à l'heure que ça permet de partir des déchets organiques aussi, ou des exploitations agricoles, ou également de déchets issus de l'industrie agroalimentaire. Est-ce que le bio-GNV est plus faisable, entre guillemets, dans un territoire et un département comme la Vendée, qui est un département plutôt rural, avec aussi des industries agroalimentaires importantes? Est-ce qu'on voit ça en Vendée, ça marche en Vendée, mais par exemple, j'en sais rien, moi, est-ce que dans un milieu un peu plus urbain, c'est un peu plus difficile? Alors, ça marche très très bien en Vendée, parce qu'effectivement, vous allez avoir, dans les 2 ans à venir, 3-4 installations qui vont injecter ce biométhane sur le réseau. Parce qu'il y a la population et les exploitations agricoles qui s'y prêtent, on est d'accord. Et c'est aussi pour ça que le CIDEV s'engage dans tout un plan d'investissement dans des stations pour bio-GNV, pour que les poids lourds puissent venir s'alimenter, parce que vous avez localement une énergie qui va être produite sur le territoire. Il y a une demande très forte. Et alors c'était une de mes questions, Laurent Favreau. Il y a une demande très forte. Les transporteurs et tout ça demandent à rouler et à être... Très clairement, c'est pour ça qu'on a lancé ce plan de déploiement de 7 bornes au niveau du département, à 7 bornes, compris celle de Mortagne qui est déjà implantée. Il y en aura une autre qui va être implantée fin d'année à la Chaise de Vicomte. Donc on commence... The place to be, la Chaise de Vicomte, je vous dis tout de suite. C'est le meilleur territoire du monde. Venanceau est pas mal non plus. Venanceau est bien. Vous n'avez pas connu Venanceau, autrement vous seriez venu chez moi. Mais le plan départemental, il est né parce qu'il y a cette volonté, très clairement, des transporteurs. On avait, Jean-François Serle en a parlé l'année dernière, on avait fait cette expérimentation avec 2 transporteurs, avec un bus de l'agglomération. Et voilà, les transporteurs, eux aussi, évoluent. Ils avaient des véhicules qui fonctionnaient avec l'Euro 6, la norme. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que le gaz, le GNV, et qui plus est le bio-GNV, peut être très intéressant. Et aujourd'hui, avec les nombreux déplacements que nous réalisons sur le département,
justement à la rencontre des transporteurs, de plus en plus se fait la réflexion parce que les avantages, Jean-François les a rappelés, mais sont véritablement là. Donc évidemment, quand on arrive à joindre un développement du GNV et du bio-GNV, avec, je suis moi-même exploitant agricole, donc vous comprenez bien que je regarde un petit peu cette problématique aussi, ou cette filière, où on pourra trouver une nouvelle ressource, hein, très clairement, et on a la possibilité, comme vous l'avez dit, les exploitants, la filière agroalimentaire, on a les transporteurs reconnus sur le territoire, on a tout pour le mettre en musique. Le CIDEF se propose d'être le coordinateur de tout ça, en partenariat avec tout le monde. On n'est pas là pour le faire, on n'est pas plus fort que les autres, simplement essayer de le mettre en place, c'est avoir la volonté de le mettre. Alors, avant de donner la parole à Jérémy pour la suite de sa chronique, pourquoi on n'y a pas pensé avant ? Parce qu'il fallait réfléchir. Il y a un moment où... Parce qu'on avait déjà tout sur le territoire. Pourquoi ? Ou alors, je pense que peut-être une question technique aussi. La technologie a avancé. C'est ça. Il y a tout simplement aussi un côté réglementaire, puisque c'est autorisé uniquement depuis fin 2011. Voilà, donc après, il a fallu le temps que les projets se mettent en place. Damien Roy était quelqu'un déjà de très novateur. Hein. Son site était le 4e en France. Donc quand on disait que la Vendée fait la course en tête, c'est une réalité. Il est sans doute un des tout premiers aussi à créer une station bio-GNV à côté de son installation. Son exploitation agricole. Donc vous voyez, c'est une dynamique qui se met en route. Et puis il faut que le système économique fonctionne. Bien sûr, bien sûr. Donc on ne peut pas avoir qu'un maillon de la chaîne. Très clairement. Donc là, on a la production, on a la consommation, on a la technologie qui a avancé pour les transporteurs, pour les grosses cylindrées. Eh bien, on a l'électricité pour les petites cylindrées, on peut avoir le gaz pour les grosses cylindrées. Et l'électricité d'origine renouvelable, et on a de grosses capacités de production en Vendée, et on peut encore en produire plus. Et on va reparler aussi de l'avenir, parce que là, c'est à l'instant T, mais il y a encore, je suppose, d'autres technicités et d'autres évolutions à cette décarbonisation, on va dire. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais... Jérémy, deuxième livre, Zombilénium. C'est dur à dire. Alors... Voilà, le Zombilénium. C'est une BD. C'est une BD également. Alors, toujours pareil. Je peux regarder cinéma. Lui, pour le coup, c'est un film d'animation. Qui va sortir mi-octobre. Qui va sortir mi-octobre. L'auteur, Arthur Depin, travaille à la réalisation. Oh, c'est chouette. Et graphiquement, déjà, c'est vraiment très très sympa. On est sur un trait qui est très moderne. Oh, ouais. Et au niveau du pitch, là, pour le coup, autant la BD précédente, elle finit mal, autant celle-là, elle commence mal. Parce qu'on va suivre, dès les premières pages, non, juste pour le début, Aurélien, un jeune homme d'une trentaine d'années, qui est de plus en plus déprimé et dépressif. Sa femme vient de lui avouer qu'elle le trompait avec son prof de tai chi. Enfin, c'est une catastrophe. Et il va malencontreusement entrer en contact avec une voiture roulant à 80 km/h. D'accord. Et qui va être conduite par un non, même pas. Non. Et qui va les voitures, je suis pas. Ne les entend pas. Et qui est conduite par un vampire, occupé par un zombie, une momie 5 fois millénaire, et le squelette d'un militant pacifiste pour la cause nord-américaine qui a été exécuté en 1956. Bon, les voilà. Voilà, donc on commence avec déjà des personnages très très hauts en couleur. Il va se retrouver en kit, purement et simplement. Devant la boulette qu'ils ont fait, le vampire décide de lui mettre un coup de morsure, histoire de le ramener à la vie. Sauf qu'à partir du moment où on n'est plus complètement mort, on n'est plus responsable ni véritablement propriétaire de son existence. On devient d'emblée employé à éternité, c'est un CDI, au Zombilénium, qui est un parc d'attractions, un parc à thème sur le thème de l'horreur, où il y a de faux zombies, où il y a de vrais vampires et loups-garous. Tout le monde, tous les visiteurs pensent qu'il s'agit de trucage, de marionnettes, alors que non, pour le coup, ce sont véritablement des créatures surnaturelles qui sont parquées là, déjà d'une part, pour éviter qu'on s'en prenne trop à eux et qu'ils se fassent chasser par n'importe quel poinçonneur à coups de pieu, et surtout pour remplir les poches du diable, qui n'est plus ni moins que le président du centre, du parc. Ouais. Et après, voilà, il y a plein de petites choses vraiment très très rigolotes. Ça s'appelle Zombilénium. Voilà. Je vais pas y arriver. Voilà. Zombilénium. Alors on va retrouver entre autres un zombie Michael Jackson en fait, qui à un moment sur une altercation arrive et dit Who's bad. Il n'est pas mort Michael, on sait très bien. Non, à l'époque non, mais enfin voilà, c'est un autre zombie qui va provoquer notre personnage principal. Il n'a pas de gants à bucheter, il se prend le bras, il lui met à la figure. Enfin, bon, ça a l'air très drôle. C'est très très rigolo. Ça a l'air très drôle. C'est de l'humour noir. Exactement. Donc le film en octobre. Ouais. Petit coup de cœur, vraiment, un petit coup de cœur, voilà. Parce que là, celui-ci, le film était sorti aussi, l'adaptation en film d'animation. Il est sorti en mai dernier. Jean-François Serre le connaît. Oui. Voilà, il est sorti en mai dernier. Le grand méchant renard. Voilà, c'était cette espèce de faux méchant renard qui rêve de devenir comme le grand méchant loup, sauf qu'il n'arrive même pas à faire peur à un poussin. Il prend des roustes par les poules à chaque fois qu'il va essayer de voler un œuf. Et il va décider justement de voler des œufs, vu qu'il n'arrive pas à chasser les poules ni même les poussins, pour attendre que les poussins
sortent de l'œuf et enfin pouvoir les croquer. Sauf que quand les poussins sortent de l'œuf, ils le regardent, ils font « Maman !» Alors là, c'est le début de la fin. Juste pour dire, comme c'est la fille de Jean-François Serle qui connaît le grand méchant renard, ça c'est plutôt enfant. Alors clairement, le grand méchant renard, on est vraiment sur une bande dessinée qui se veut enfant. Enfant famille. Il a été primé à Angoulême aussi en 2016, il a reçu le prix de la jeunesse. Labellisé. Et les deux autres, c'est plutôt adultes. Et les deux autres, c'est plutôt adultes. Alors voilà, je ne l'avais pas dit non plus, mais le mauvais genre, lui, prix du public à Angoulême 2014. Ah, vachement bien. Voilà, tous les deux ont été primés et devraient faire un carton un petit peu à la manière du Bleu est une couleur chaude de Julie Marot qui avait donné La vie d'Adèle. La vie d'Adèle, qui lui a été Palme d'Or à Léa Cannes. Seydoux et Adèle Exarchopoulos. Exactement. D'accord. Voilà. Il a revendu sa palme. Il revend sa palme, le réalisateur de La vie d'Adèle. Parce qu'il a besoin d'argent pour faire son prochain film. Ouais. À bon entendeur, je le dis. Merci beaucoup, Jérémy. Jérémy, c'est le comptoir de la BD au Sable d'Olonne, évidemment. Ce n'est qu'un tout petit extrait de ce qu'il peut vous conseiller. Mais allez carrément au comptoir, vous allez avoir déjà plein de BD et puis plein de conseils de Jérémy. Merci beaucoup, Jérémy. C'est la fin de cette deuxième partie. On se retrouve juste après une courte pause pour reparler du Vendée Energy Tour avec nos trois invités. De retour dans la troisième partie de cette grande émission, nous sommes en compagnie de trois représentants du Vendée Energy Tour. Alors plus spécifiquement de Laurent Favreau, le vice-président du CIDEV qui est à l'origine de ce Vendée Energy Tour, Pascal Houssard, son directeur adjoint, et Jean-François Serle, le directeur territorial GRDF Pays de la Loire. D'ici quelques instants, la chronique, la magie de Max. Max va apparaître sur ce plateau. Je sais pas, alors méfiez-vous parce que votre scooter, je suis pas sûre que vous le retrouviez. Avec Max, parce que je vous dis tout de suite. Non mais comme ça, vous serez prévenus. Je ne reviendrai pas l'année prochaine. Ou avec une voiture cette fois-ci. J'en aurai pas la mienne. Je te passerai un poids lourd au gaz, c'est difficile à faire disparaître. Jean-François Serle, pour revenir sur le bio-GNV, avant de parler des assises et avant de parler de cette fameuse voiture Made in Vendée, Pascal Houssard, est-ce que le transporteur doit faire une formation pour utiliser ce bio-GNV ? Alors, il n'y a pas de formation particulière. En revanche, ce qu'on fait, mais ça va être d'ailleurs fait dans le cadre du Vendée Energy Tour, on fait des réunions d'information. D'accord. Et il y a une qui sera, je pense, très intéressante, qui va être au lycée Rosa Parks, où on forme les futurs chauffeurs poids lourds. Et ce lycée a pris conscience que il faut petit à petit amener ces futurs chauffeurs poids lourds vers d'autres énergies, et donc le gaz naturel. Et donc, dans le cadre du programme, le lundi 19 matin, il y a c'est lundi prochain. Il y a une séance d'information par les constructeurs, Iveco et Scania par exemple, et puis aussi Damien Roy dont on parlait tout à l'heure qui vient expliquer son expérience de bio-GNV, et aussi toute une sensibilisation de ces futurs chauffeurs, parce que qu'est-ce qu'on constate, et qu'est-ce qu'on avait constaté l'an dernier avec l'expérimentation qu'on avait fait sur La Roche-sur-Yon, c'est que quand un chauffeur poids lourd a conduit un camion au GNV ou bio-GNV, il dit c'est silencieux. Je veux pas revenir en arrière, quoi. Je veux pas revenir en arrière. Il y a moins de vibrations et c'est hyper confortable. Voilà, c'est plus ça. Après, pour faire le plein, c'est bêtement mettre un pistolet comme vous faites le plein de sa propre voiture. Voilà, vous faites le plein classiquement et il n'y a aucun équipement ni aucune formation à prévoir, à part peut-être se dire à la personne, voilà comment tu fais la première fois. Mais ça s'arrête là. Donc c'est vraiment une sensibilisation des acteurs. Jérémy, très vite, une question. Oui, parce qu'on dit bio-GNV, gaz, c'est liquide ou c'est volatile c'est gazeux, c'est vraiment gazeux. Oui. C'est comprimé dans un réservoir, mais c'est gazeux. Et c'est tout le pouvoir du gaz qui fait qu'il y a très peu de vibrations dans la combustion. Voilà. Mais je ne veux pas rentrer trop technique. Non, parce qu'après, il faudra une deuxième émission. Mais volontiers, on en parle après, il n'y a pas de problème. Pascal Houssard, c'est quoi cette voiture Made in Vendée ? Ça c'est la petite surprise du Vendée Energy Tour. Moi ça m'a fait tilt, je me suis dit c'est quoi ce truc Made in Vendée ? À découvrir Place Napoléon pour le grand public. Le 24 juin. Alors en fait, je vais vous en livrer quelques détails. J'espère bien. C'est Jérémy Quentin. Oui. C'est Brousilotto. Exactement, que je connais très bien. Il est spécialisé notamment dans la restauration de véhicules américains et de Volkswagen. Et voilà qu'il a eu l'idée, il y a quelques temps de cela, de redonner vie un peu à une ancienne Volkswagen, en l'occurrence une coccinelle de 1971 qui était à l'état d'épave, et qui, d'ailleurs, étrangement, ça va être une petite annonce que je vais faire ici, a appartenu à un collaborateur de TV Vendée, et qui peut-être ne sait pas à l'instant où je m'exprime que sa voiture, qu'il a revendue bien sûr en son temps, renaît, et va renaître sous forme électrique. On peut savoir son nom ? On ne dira pas. D'accord.
taire les choses, c'est le domaine privé. Mais la voiture va renaître totalement restaurée et totalement transformée, c'est-à-dire ne sera plus une coccinelle thermique, mais une coccinelle électrique. C'est une première en Europe, parce que ça s'est déjà fait aux États-Unis. Alors autant dire que c'est quand même un bel événement. Alors pour, moi, si ça existe, le Vendée Energy Tour, je l'achète de suite. Je vais d'ailleurs me renseigner auprès Adèle, du collaborateur. Celle-ci n'est pas à vendre, elle va être conservée par son créateur, Quentin, si on peut dire. Elle va rouler tous les jours, c'est son épouse qui va aller au travail avec. Mais si vous êtes passionné, eh bien, vous pouvez aller le voir parce qu'il a une coccinelle cabriolet qu'il est prête à électrifier. Donc, libre à vous. Et il a déjà fait des études techniques. Il lui paraît tout à fait possible de faire une électrification aussi des anciens combis des années 70-80. Vachement bien. Jérémy Quentin, c'est au Brésil. On dit Brésil, quand on connaît bien les Brésil. Bref, c'est tout. On va reparler des assises aussi après, Pascal Houssard. Mais avant, on va faire un petit tour de magie avec Max. Oh, il y a eu du vent. Hein. Max Le Riochet, Pascal Houssard, Laurent Favreau et Jean-François Serre. N'ayez pas peur, ça va bien se passer. Oui, non, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se passe bien. Jérémy Duterte, je ne sais pas si vous connaissez. Si, on se connaît depuis déjà quelques années. Alors, Max. Oh, sympa, dis donc, je n'avais pas vu. Oui, alors attendez, c'est le scooter de Pascal Houssard. C'est Mikado? Non, c'est pas... Mon cadeau, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Non, Mikado. Ah non, mon cadeau, c'est pour moi? Non. C'est dommage. Bah oui, je sais que c'est dommage, mais non, c'est pas pour vous. Ma femme a pris la voiture. Bah oui, ça a été pratique quand même. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je vous ai apporté un tour. Pourquoi vous asseyez? Parce que c'est un tour de feignant. Je vous ai ramené le seul tour de magie qui est fait pour les feignants. Pas pour vous, hein, je dis pas que vous êtes des feignants, mais pour moi. Parce que moi, je suis feignant. Je ne vais pas manipuler le jeu de cartes. C'est pas vous qui allez travailler aujourd'hui. C'est un de vous trois qui a. Qui c'est qui veut choisir? Qu'est-ce qui veut s'y coller? Au hasard. Alors, je me dépasse quand même. Je vous donne le jeu de cartes et vous allez faire exactement... Je rappelle que vous êtes vice-président du CIDEV. Merci. Hein, on va le dire. Quand même. Et absolument pas complice. Non. Bien malheureusement. Alors, allez-y, ouvrez le jeu de cartes. Vous ouvrez bien le jeu de cartes. Pour l'instant, tout va bien. Alors, vous allez même mélanger le jeu de cartes, puisque, tant qu'à faire, autant qu'on ne connaisse pas la position. Non, mais les gens peuvent se poser des questions et se dire... Mais c'est pas facile de mélanger. On connaît la position... Oui, le magicien connaît la position des cartes. Jean-François Serre vient de vérifier s'il n'y avait rien dans le paquet. C'est bon, c'est bien mélangé? Oui. Non, pas bien, mais bon... tout va bien. Oui, je débrouille bien. C'est un jeu de cartes normal. Tout à fait. Bon. Alors ensuite, vous allez faire devant vous, enfin sur votre petite tablette devant, vous allez poser 4, 5, 6 paquets de cartes. Vous faites des petits paquets comme ça, vous voyez, à distance. Voilà, très bien, 5, parfait. ça vous va? Et là, oui, c'est parfait. Vous allez choisir vous-même, bien sûr, un des paquets au hasard. Vous êtes sûr? Vous pouvez encore changer. Non. Non. Bon, c'est bien, restez sur celui-ci. Qu'est-ce qu'il en fait de Vous allez donc mélanger ce petit jeu de cartes, ce petit paquet. Mélangez bien, voilà, comme ça. Oui, j'ai vraiment absolument aucune connaissance. Je ne sais pas du tout la position. Non, sérieusement, vous ne vous connaissiez pas avant. Et vous allez éventailler les cartes de ce petit paquet devant vous. Et vous allez choisir vous-même à une de ces cartes. Vous pensez à une de ces... Mais vous la regardez pas, vous? Bah non, je peux pas voir. En plus, je la vois pas d'ici. On la voit pas, on voit pas. Non, il n'y a que Laurent. Laurent Favreau choisit une carte dans ce petit éventail. Dans sa tête. C'est le seul au monde aujourd'hui qui connaît sa carte. On est bien d'accord. C'est incroyable, ça. C'est beau le pouvoir. Alors, vous savez ce qu'on peut faire? Parce que les gens vont pouvoir se poser des questions encore et se dire, par rapport à la position du regard de M. Favreau, je peux peut-être imaginer la position de la carte. Alors, mélangez donc mélangez bien, tant qu'à faire. Donc l'idée, c'est que vous retrouviez la carte. C'est génial, il n'y a plus rien à faire. C'est la magie moderne. C'est que vous allez retrouver la carte, normalement. C'est ça, le but? En tout cas, on va essayer, hein, c'est le but. Ça. Okay. Alors, c'est bon, vous avez bien mélangé? Bon. Alors maintenant, je prends un autre paquet de cartes qui n'a rien à voir, parce que je ne toucherai pas au jeu de cartes. Les gens peuvent penser... Non, il l'a, Laurent Favreau, il l'a. Je m'approche de vous, simplement, vous allez faire exactement... Vous allez en fait compter... la position de votre carte. Est-ce que vous pouvez vous mettre... Est-ce que vous avez le droit de vous mettre entre... Voilà, c'est mieux parce que sinon on ne vous voit pas. Ah bah oui. Bah oui, il y a des caméras quand même. Alors, donc l'arrêt au milieu vous va très bien. Hein non, je plaisante. Max, vous avez vu votre coiffure? Oui, c'est vrai, mais je peux parler alors, c'est pour ça. Vous allez donc compter la carte. Si par exemple, regardez, vous allez poser les cartes une à une. Si par exemple, votre carte était une dame de pique,
Elle est donc en 3e position. Vous allez retenir le chiffre 3. Mais je ne dois absolument pas compter moi-même les cartes avec vous. Alors vous allez les défiler jusqu'à la fin, sans à-coups, etc. Alors allez-y, je vous en prie. Vous prenez votre paquet et vous les posez. Non, face en bas, comme ça. Et vous retournez une à une. Et vous allez compter la position de votre carte. Moi, je retourne à ma place, évidemment. Ok. C'est bon. Mystérieux tout ça. Alors, vous allez reprendre votre paquet que vous allez mettre dessus ou dessous un des paquets au hasard qui est là. Un seul paquet, voilà, d'accord. Dessus ou dessous, peu importe. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin, où on aura à nouveau un jeu de cartes complet, quoi. Vous avez 1 minute, Max. C'est parfait, c'est parfait. Bien, on est d'accord que là, il n'y a que vous. Je savais pas que vous alliez travailler. Carte, hein. Je vais récupérer mon jeu. Regardez bien. Donc on est d'accord, aucune complicité. Non, maintenant le but pour moi c'est d'essayer. Alors vous allez vous concentrer bien sûr sur votre carte. Vous concentrez sur la carte et puis par exemple donnez-moi la position de la carte au hasard. C'était combien vous aviez C'est-à-dire que j'ai fait tourner là. Oui. 4. C'était 4. Ce qui nous ferait 1, 2, 3, 4. Vous me croyez ou vous ne me croyez pas? Non. Mais sur la table ici, alors déjà c'est pas ici, on est bien d'accord? C'est pas celle-ci, Laurent Favreau. On a vous avez le contrôle là-bas. Vous avez juste derrière le. Non, c'est pas celle-ci. L'écran. Donc ça serait la 4e et c'était un valet de trèfle. Non. Alors ça fout un froid, hein, mais c'est pas grave. Oui, ça fait toujours un peu de distance. Regardez, est-ce que vous la voyez? Je vous aide, hein, toutes les cartes sont ici. On n'a pas beaucoup de temps encore. Non, vous avez plus de temps. D'accord. Elle y est plus? Non. Je ne vois pas, non. J'ai peur de la voir. Alors regardez, je connais pas votre carte, hein, c'est une carte pensée, hein, on est bien d'accord. Mais depuis tout à l'heure, je suis assis sur une carte. Je peux prendre le siège, vous me faites confiance? Bien sûr. Regardez bien, il y a une carte. C'est une carte pensée. Adèle, tiens, c'est pas moi qui vais la prendre, parce que vous retournez. C'était quoi votre carte? 7 de cœur. 7 de cœur, c'était votre carte? Oui. Non. C'est dingue. Oh non, mais c'est dingue. Non mais c'est... Bravo. Vous voyez, on peut lire dans les pensées maintenant. C'est de l'énergie. C'est de l'énergie, bien sûr, c'est de l'énergie. Hein. C'est génial, Max. C'est vachement bien. Merci beaucoup. Non, oubliez. Je peux repartir avec mes cadeaux? Non. Mon cadeau? Non, c'est Laurent Favreau qui peut avoir un cadeau. Bon, il gardera les tuiles là. Merci Max. Allez, à bientôt, merci. Vous pouvez retrouver Max sur son site internet maxlericher.com. C'est assez fort parce que moi je n'ai absolument rien vu. Je ne sais pas si vous avez vu quelque chose, mais moi. Comment il a fait ici, il est magicien. Hein. C'est ça. Il est un peu magicien. La magie. On va terminer tranquillement cette émission. On n'a pas beaucoup de temps. Je voulais juste qu'on parle des assises, Pascal, très vite. Qu'est-ce qui va se passer pour pendant ces assises? C'est les 2e assises des carburants alternatifs. Oui. On y traite électricité, gaz, hydrogène, leurs perspectives de développement dans la région des Pays de la Loire et même plus largement en France. Oui. C'est aux Herbiers, au théâtre Pierre Barroux, le 23 juin, de 9h à 18h. Donc c'est le vendredi. Ça s'adresse à tout le monde. D'accord. Mais c'est évidemment des débats quand même assez professionnels, assez experts. Et on va sur le site Vendée Énergie Tour pour trouver les formalités d'inscription. Oui, parce qu'il faut s'inscrire. C'est à la fois à Pierre Barroux, le théâtre, et puis c'est aussi à Herbauges. C'est dans le même cadre, bien sûr. parce qu'il y a repas sur place aussi. Et on a l'adresse du site internet qui s'affiche sur les écrans. J'ai 2 petites questions, dont une qui concerne Trump et le désengagement des accords de Paris, de la COP21. Alors je sais que ça paraît très loin de nous, mais en même temps, on en a tellement parlé. Le fait qu'un haut responsable comme ça, américain, le président américain se désengage des accords de Paris, de la COP21, ça vous fait penser à quoi? Ça vous inspire quoi? Moi, je pense sans rentrer dans les détails, mais très vite, Laurent Favreau, c'est pas une très bonne nouvelle tout ça, parce que on parle aussi d'énergie durable. Très clairement, pour l'avenir de nos enfants, l'avenir de notre planète, je pense qu'il y a eu des directions qui ont été données, des directions mondiales. Alors c'est vrai que c'est quand même un petit peu dommage et qu'aujourd'hui, nous, ça nous blesse un peu parce que les élus que nous sommes, nous essayons de prévoir l'avenir. Notre rôle, c'est vraiment de nous engager sur des réflexions, sur des pistes d'avenir et à avoir toute l'énergie qu'on y met pour imaginer sortir de cette impasse d'énergie fossile, alors qu'on y arrive, on avance, on progresse. Vous avez parlé des changements de mentalité. C'est très clairement des programmes sur du long terme. On ne fera pas demain tout le monde roule électrique. On offrira des multitudes de possibilités. Et se trouver coupé par un acteur majeur de la planète,
un des plus grands pollueurs aussi planétaires, hein, on est d'accord avec la Chine. C'est bien là le problème. Après, bien, tant pis. Moi, je dirais, M. Trump, ça n'engage, alors que lui, c'est un petit peu réducteur, mais ça nous engage peut-être moins, nous, ou encore, ça nous engage plus, nous, d'aller encore plus loin. D'aller encore plus vite, de montrer ou de démontrer qu'on peut faire autre chose et qu'on peut surtout améliorer notre environnement local, et départemental, national et mondial. Et une dernière question, une réponse très, très rapide. Un Nicolas Hulot qui arrive au gouvernement, est-ce que pour ce genre d'initiative, c'est une bonne nouvelle ? Très clairement, on va laisser M. Hulot déjà nous présenter sa feuille de route, hein, parce qu'ils sont très clairement, tu n'es pas très longtemps nommé. Évidemment qu'on connaît ses activités. Maintenant, il faut qu'on soit vigilant, mais évidemment qu'on essaiera de travailler comme on l'a pu faire précédemment. On ne s'occupe pas tellement de la couleur ou de la tête de la personne. Vous n'attendez pas les choses, on est d'accord. Très clairement, on est déjà précurseur. On a déjà travaillé, comme l'a dit GNV, Pascal l'a dit sur l'énergie électrique. On va continuer le travail, on ne s'arrête pas. M. Leboeuf a déjà travaillé avec multiples acteurs. Le président du CIDEV a travaillé avec multiples acteurs. On ne s'occupe pas de la couleur. Là, on travaille pour l'intérêt général, l'intérêt de nos enfants et l'intérêt des générations futures. Très bien. C'est sur ces paroles que nous allons terminer cette émission. Merci beaucoup en tout cas et bon courage jusqu'au 24 juin prochain parce que le Vendée Énergie Tour c'est jusqu'au 24 juin prochain. Merci beaucoup Laurent Favreau, Pascal Houssard et Jean-François Serle. Bon vent à Bio-GNV. Jérémy, on se retrouve la semaine prochaine. Max aussi sera là. Je vous souhaite une très belle soirée sur Télé Vendée et je vous embrasse.